En l'année 1855, au cœur du Mississippi profond, la chaleur moite de l'aile était enveloppée les vastes étendues de coton, où les champs S étiraient à perte de vue sous un soleil implacable. Était une époque où le pouvoir et la richesse se mesuraient à la taille des terres et au nombre d'esclaves travaillant sans relâche, fondement même de l'aile, économie locale. La société était durement divisée, et au sommet de cette pyramide se trouvait une élite terrienne, dont la parole était loi absolue sur des vies humaines. C'est dans ce monde impitoyable que régnait le colonel Elias Vance, un homme de 55 ans, maître absolu de l'une des plus grandes et prospères plantations de la région. Propriétaire influent, son nom inspirait à la fois respect craintif et terreur, car il incarnait la puissance et la cruauté inhérentes à son époque, un véritable despote dans son domaine. Le colonel Vance N était pas seulement un homme de pouvoir, il était aussi un être profondément cruel, possessif, et rongé par une jalousie maladive qui obscurcissait son jugement. Sa paranoïa le poussait à voir des menaces et des infidélités là où il n'y en avait pas, transformant sa propre maison en une prison silencieuse et étouffante pour tous ceux qui l'entouraient. Sa femme, Eleanor Vance, âgée de 32 ans, était la principale victime de cette tyrannie domestique. Malgré sa beauté raffinée et ses manières élégantes, elle vivait sous une pression constante, soumise aux humeurs capricieuses et aux soupçons infondés de son mari, chaque jour une épreuve. Cette nuit-là, une nouvelle crise de fureur s'empara du colonel, alimentée par une jalousie irrationnelle, et la conviction absolue que sa femme avait commis une indiscrétion impardonnable. Dans un accès de rage aveugle, le colonel Elias Vance traîna brutalement son épouse, Eleanor, hors de la grande maison et la força à traverser la cour jusqu'à la grange principale, éclairée par la lueur vacillante des lanternes. Devant les 7 esclaves les plus robustes de la plantation, qu'il avait fait rassembler à la hâte, il annonça d'une voix tonitruante et glaciale que sa femme, coupable de désobéissance et d'infidélité, serait désormais à leur disposition à partir de cette nuit. Cet acte d'une cruauté inouïe était une punition publique, conçue non seulement pour briser l'esprit d'Eleanor par l'humiliation la plus abjecte, mais aussi pour réaffirmer le pouvoir absolu et incontesté du colonel sur chaque âme présente sur ces terres. La scène laissa un silence lourd de choc et de terreur. La nuit étira, infinie et cruelle. Eleanor Vance, cette femme autrefois admirée pour sa grâce et sa tenue, se retrouva brisée, son corps et son esprit marqués par l'abjection. L'annonce du colonel avait déchiré le voile de sa vie privilégiée, la précipitant dans un abîme de terreur et d'humiliation indicible. Chaque fibre de son être criait à l'injustice, mais aucune voix ne pouvait élever contre la sentence de son mari, maître absolu de toutes les âmes sous son toit. Elle était devenue, en un instant, un objet, sa dignité piétinée devant ceux-là même qui servaient sous son autorité. Le silence de la grange, après le départ du colonel, était lourd, empli de la honte qu'il lui avait infligée, et du regard pesant des hommes forcés d'être témoins de son calvaire. Elle se sentait déshumanisée, réduite à une condition pire que celle d'une esclave, son statut social étant effondré dans la fange de la cruauté. La lumière des lanternes vacillait, dessinant des ombres lugubres sur les visages impassibles, tandis que son monde s'effondrait autour d'elle, sans espoir d'évasion. À l'aube blafarde, quand les premiers rayons du soleil perçaient à travers les fentes de la grange, la réalité frappa Eleanor avec une force brutale. Ce N était plus la maîtresse de maison respectée, mais une femme déchue, portant le fardeau d'une punition infâme. Les visages des autres esclaves, d'abord empreints de choc, la regardaient désormais, avec un mélange de pitié et de gêne, mais surtout, avec une compréhension silencieuse de sa nouvelle condition. Chaque pas, chaque mouvement était une épreuve, car l'humiliation N n'était pas un événement isolé, mais une ombre persistante qui la suivait partout. Le colonel Vance, lui, reprenait sa routine habituelle, comme si rien d'extraordinaire ne était produit, sa cruauté étant pour lui une simple question de droit et de contrôle. Pour Eleanor, cependant, chaque journée promettait d'être un rappel douloureux de son asservissement forcé, une existence où sa volonté était brisée et sa dignité anéantie par la main de celui qui jurait de la protéger. Quelques jours plus tard, la rencontre avec le colonel Vance fut inévitable. Il l'interpella dans la cour, un sourire moqueur aux lèvres, ses yeux noirs lançant des éclairs de satisfaction perverse. Il lui donna des ordres banals concernant la gestion de la maison, mais son ton était chargé d'une signification nouvelle, lourde de son pouvoir incontesté sur elle. Eleanor, le cœur battant à tout rompre, dut baisser les yeux, incapable de soutenir son regard rempli de mépris. La voix du colonel résonnait comme un rappel constant de sa défaite, de sa soumission forcée à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Pour la première fois de sa vie, elle comprit la véritable nature de la servitude, non pas seulement physique, mais aussi morale,
et émotionnelle. Il ne s'agissait plus de simples tâches ménagères, mais de la destruction méthodique de son identité, de la transformation de son âme en une coquille vide, à la merci de son bourreau. C était une démonstration de force calculée, devant tous, pour cimenter sa domination. Pourtant, au plus profond de ce désespoir, une étincelle de résistance commença à luire en Eleanor. L'humiliation, au lieu de la briser complètement, réveilla en elle un instinct de survie qu'elle ignorait posséder. Elle réalisa que sa seule chance, n'était pas la confrontation directe, mais la ruse. Elle commença à observer son environnement avec une acuité nouvelle, à écouter attentivement les conversations, à noter les allées et venues, les habitudes de chacun, surtout celles de son mari. Derrière le masque de la soumission forcée, son esprit travaillait sans relâche, cherchant la moindre faille, le plus petit indice qui pourrait un jour la sortir de cet enfer. Elle était une victime, oui, mais pas une proie consentante. Son corps était prisonnier, mais son esprit restait libre, refusant d'être entièrement éteint. Elle savait que la vengeance était un plat qui se mangeait froid, et elle se préparait, silencieusement, à attendre son heure, conservant un fragment de sa dignité. C'est au milieu de cette nouvelle routine de surveillance silencieuse qu'Eleanor remarqua un esclave en particulier, Samuel. Âgé de 28 ans, il était connu pour son calme et son intelligence, ses yeux sombres observant toujours plus qu'il ne laissait paraître. Était pas l'un de ceux qui l'avaient vu dans la grange ce soir-là, mais son regard croisa le sien un matin, un regard dénué de jugement, mais rempli d'une compréhension étonnante. Il n'y eut pas un mot, juste un échange fugace qui traversa la barrière de leur statut social respectif. Eleanor y décela une forme de compassion, mais aussi une sagacité qui la frappa. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle sentit que Samuel était différent, qu'il portait lui aussi des secrets, et qu'il était peut-être, d'une manière ou d'une autre, un allié potentiel, dans cette lutte invisible qu'elle s'apprêtait à mener. Ce fut un mince fil d'espoir, tissé dans le silence assourdissant de la plantation. Le colonel, jamais enclin à ignorer la moindre étincelle de défi, avait observé Eleanor avec une vigilance accrue. Ses yeux perçants avaient décelé la lueur de résistance qui avait commencé à s'allumer en elle, un défi silencieux qu'il ne pouvait tolérer. Pour lui, cette étincelle n'était pas un signe de survie, mais une tentative de rébellion, une preuve qu'elle n'avait pas encore été complètement brisée. Sa jalousie maladive et son besoin de contrôle absolu s'en trouvèrent décuplés. Il ne se contenterait plus de l'humiliation initiale. Il devait l'anéantir, la réduire à une soumission totale et publique, afin que nul, pas même elle, ne puisse douter de son pouvoir incontesté. Une nouvelle punition, plus insidieuse et plus dégradante, germait dans son esprit tordu, visant à briser ce qui restait de sa volonté. Il voulait s'assurer que sa déchéance serait visible par tous, un exemple brutal de sa domination. Quelques jours plus tard, le colonel Vance convoqua Eleanor devant la grande maison sous les yeux des domestiques et de plusieurs ouvriers des champs. D'une voix forte, empreinte d'une satisfaction perverse, il annonça qu'Eleanor, ayant besoin de se familiariser avec le travail véritable de la plantation, passerait désormais ses journées au champ de coton, sous la surveillance directe du contremaître. Ce était plus une question de disposition nocturne, mais une déchéance publique, la réduisant au rang le plus bas de sa propre propriété. Sa peau délicate, habituée à l'ombre et à la soie, serait exposée au soleil brûlant du Mississippi, ses mains fines, à la rudesse du coton. Était l'ultime inversion de pouvoir, une expérience cruelle destinée à effacer toute trace de son ancienne vie, à la transformer en un simple instrument. Le lendemain matin, Eleanor se retrouva au milieu des rangées infinies de coton, le sac de récolte lourd et rugueux contre sa peau. Le soleil d'août tapait sans pitié, la sueur ruisselait sur son visage, salant ses lèvres. Ses muscles, peu habitués à un tel labeur, hurlaient de douleur dès les premières heures. Le contremaître, un homme brutal et sans pitié, la surveillait constamment, ses remarques acerbes et ses coups de fouet menaçants, rappelant à chaque instant sa nouvelle condition. Elle n'avait jamais imaginé une telle souffrance physique, une telle humiliation publique. Chaque fibre de coton qu'elle arrachait semblait lui arracher un fragment de son âme, la tirant toujours plus bas dans l'abîme de la servitude. Elle était devenue une ombre parmi les ombres, son ancien statut étant plus qu'un souvenir lointain et douloureux. La volonté d'Eleanor, si farouchement défendue quelques jours auparavant, commença à s'effriter sous le poids de cette nouvelle épreuve. Les jours se transformèrent en semaines, chaque aube apportant son lot de souffrance et de désespoir. Le soleil brûlant, la soif constante, la faim, la brutalité incessante du travail et des surveillants, tout conspirait pour éteindre la flamme de sa résistance. Elle se sentait vide, son corps brisé, son esprit engourdi par l'épuisement. Les pensées de vengeance, de ruse, qui l'avaient animée,
semblait désormais inaccessible, écrasée par l'aile. Écrasante réalité de sa situation. Elle était au plus bas, une victime sans défense. Et l'idée même d'une échappatoire paraissait une folie. Un rêve impossible dans ce cauchemar éveillé. Au milieu des champs, Samuel observait Eleanor. Son regard, d'habitude si impassible, trahissait une profonde tristesse en voyant la maîtresse, autrefois si élégante, réduite à cette condition. Il avait consigné chaque détail de la déchéance d'Eleanor dans son journal secret. Mais la voir ainsi, brisée et épuisée, ajoutait une nouvelle couche de noirceur à ses écrits. Il savait que le colonel cherchait à détruire non seulement son corps, mais aussi son esprit, à faire d'elle un exemple pour tous. Le spectacle était déchirant, et Samuel sentait la colère monter en lui, une colère froide et silencieuse, nourrie par l'injustice flagrante dont il était le témoin. Il ne pouvait rien faire ouvertement, mais son esprit s'aiguisait, enregistrant chaque humiliation, chaque souffrance. Un après-midi, sous un soleil de plomb, Eleanor s'effondra, son corps refusant d'obéir. Le contremaître s'approcha, le fouet à la main, prêt à la ramener à la tâche. Mais avant qu'il ne puisse agir, le colonel Vance apparut à cheval, observant la scène avec un sourire cruel. Il descendit, s'approcha d'Eleanor gisant dans la poussière, et, sans un mot, la releva brutalement par le bras. Ses yeux noirs fixaient les siens, remplis d'un triomphe glacial. « Ceci, Eleanor, dit-il d'une voix basse et sifflante, est votre nouvelle vie. Acceptez-la. » Il la força ensuite à reprendre son travail, sous son regard direct, renforçant l'idée que chaque instant de sa souffrance était une victoire personnelle pour lui, une démonstration de son pouvoir absolu et de sa capacité à la briser. Alors qu'elle luttait pour suivre le rythme des autres, les mains en sang, le dos courbé, Eleanor sentit toute l'horreur de sa situation l'envahir. Elle était prisonnière d'un enfer sans issue, une victime désespérée entre les mains d'un monstre. La chaleur accablante, la douleur physique constante et l'humiliation sans fin avaient éteint presque toute étincelle d'espoir. Le colonel Vance avait réussi son coup, il l'avait réduite à néant, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Le monde extérieur semblait si loin, et la plantation, autrefois sa maison, était devenue sa tombe vivante. Le sentiment d'isolement était total, et pour la première fois, Eleanor crut qu'il n'y avait plus de chemin, plus d'échappatoire possible à cette existence misérable et dégradante. Après des semaines de labeur éreintant et d'humiliation constante, sous le soleil impitoyable du Mississippi, quelque chose se brisa en Eleanor, mais pas de la manière que le colonel Vance espérait. Au lieu de la réduire à une coquille vide, cette épreuve inhumaine avait forgé en elle une transformation profonde. La douleur physique incessante et l'anéantissement délibéré de sa dignité avaient allumé une rage froide, une détermination implacable. L'idée de vengeance, d'une justice implacable contre son bourreau, commençait à prendre forme dans son esprit. Ce haine était plus un cri de désespoir, mais une résolution silencieuse et farouche. Elle observait désormais le monde autour d'elle, avec une clarté nouvelle, chaque détail, chaque mouvement sur la plantation devenant une pièce potentielle d'Angèle, échiquier de sa libération. Son corps était affaibli, mais son esprit, plus aiguisé que jamais, cherchait la moindre faille dans l'armure de son tortionnaire. En surface, Eleanor continuait à accomplir ses tâches au champ, courbée sous le poids du coton et du soleil, le visage impassible. Mais sous cette façade de soumission forcée, son esprit était en ébullition, enregistrant chaque détail. Elle apprenait le rythme de la plantation, les heures de changement de garde, les chemins les moins fréquentés, les habitudes des contremaîtres. Elle écoutait les bribes de conversation entre les esclaves et les employés libres, glanant des informations sur les cargaisons, les visiteurs, les rumeurs financières concernant le colonel. Ses yeux, autrefois habitués aux intérieurs raffinés, scrutaient désormais la terre, les outils, les visages marqués par la fatigue. Elle remarquait qui parlait à qui semblait loyal, qui portait en lui un ressentiment caché. La plantation, qui était son tombeau, devenait son terrain d'étude, un labyrinthe dont elle cherchait les sorties secrètes. Au milieu de cette observation méthodique, Eleanor chercha spécifiquement Samuel. Elle se souvenait de son regard, différent, lors de leur brève rencontre. Elle le voyait souvent, silencieux, absorbé dans ses tâches, mais avec une intelligence qui transperçait sa posture résignée. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans la même rangée de coton, elle laissa tomber un mouchoir brodé près de ses pieds. Ce haine n'était pas un simple accident. Lorsqu'il le ramassa pour le lui rendre, leurs regards se croisèrent un instant. Dans ses yeux sombres, Eleanor décela une lueur de reconnaissance et de compréhension, une étincelle presque imperceptible. Sans un mot, sans un geste qui aurait pu attirer l'attention, une connexion tacite établie entre eux.
un message silencieux de la femme déchue à l'homme intelligent. Elle savait qu'il avait compris, qu'il était peut-être son seul espoir. Samuel, de son côté, avait parfaitement saisi le message silencieux d'Éléanore. Il avait observé sa déchéance forcée avec une tristesse profonde, mais aussi avec un intérêt grandissant pour la flamme de résistance qui, était rallumée en elle. Le mouchoir, le regard, la discrétion calculée. Tout indiquait qu'elle ne était pas contentée de se briser. Il la voyait désormais non plus comme l'ancienne maîtresse, mais comme une âme blessée, cherchant à se relever, avec une intelligence qu'il n'avait pas soupçonnée. Il savait les risques qu'impliquait toute forme d'alliance, mais il ressentait également une conviction grandissante que cette femme, poussée à bout, pourrait devenir un instrument puissant contre la tyrannie du colonel. Son journal secret, déjà rempli des atrocités de Vance, pouvait désormais acquérir une nouvelle dimension, une nouvelle force grâce à elle. Quelques jours plus tard, Éléanore mit en place un premier échange secret. Lors d'une pause, alors que les contremaîtres étaient distraits, elle parvint à glisser un petit morceau de papier plié dans la poche de Samuel, sous couvert de lui tendre un outil. Sur ce papier, quelques mots à peine lisibles. Le colonel reçoit des documents importants de Charleston. Où les range-t-il? La question était directe, risquée, mais elle témoignait de la détermination d'Éléanore. Samuel, sans un tressaillement, sentit le papier et comprit l'urgence. Il savait que ces documents importants pouvaient concerner les affaires louches du colonel, des preuves potentielles de ses fraudes. La communication, bien que rudimentaire, était établie. La méfiance initiale laissait place à une confiance mutuelle, forgée dans le silence et le danger partagé, un premier pas audacieux vers leur alliance clandestine. Avec cette première information, le journal secret de Samuel devint plus qu'une simple chronique des injustices. Il se transforma en un véritable recueil de renseignements stratégiques. Chaque soir, à la lueur d'une bougie dérobée, Samuel transcrivait les observations d'Éléanore, les croisant avec ses propres connaissances. Les détails sur les habitudes du colonel, les noms de ses contacts douteux, les montants des transactions financières cachées, tout prenait une nouvelle signification. Éléanore, grâce à son ancienne position de maîtresse de maison, avait une connaissance intime des allées et venues, des visiteurs, des habitudes de son mari. Elle savait où il cachait certains papiers, comment il gérait ses affaires les plus secrètes. Samuel, patient et méticuleux, compilait ces fragments, transformant chaque bribe d'information en une pièce essentielle d'un puzzle complexe, une arme silencieuse contre la dynastie Vance. Éléanore, quant à elle, sentait une force nouvelle l'envahir. La peur n'avait pas disparu, mais elle était désormais canalisée par un objectif clair. Elle avait commencé à se remémorer des conversations passées, des documents qu'elle avait pu entrevoir, des habitudes secrètes de son mari qu'elle avait autrefois ignorées ou jugées insignifiantes. Chaque tâche ménagère, chaque interaction avec les domestiques ou les ouvriers, devenait une opportunité de glaner une information, de vérifier une rumeur. Elle feignait la lassitude, la soumission, mais son esprit travaillait sans relâche, analysant, planifiant. Elle savait que la précipitation serait fatale. La vengeance se construirait lentement, pièce par pièce, exigeant une patience infinie et une ruse implacable. Elle était en train de renaître, non pas comme la femme humiliée, mais comme une stratège silencieuse, armée de son intelligence et de sa volonté de faire. L'histoire d'Éléanore et de Samuel est une histoire de résilience face à l'adversité la plus sombre, une preuve que même dans les recoins les plus sombres de l'histoire, l'espoir et la résistance peuvent germer. Pour ne manquer aucun rebondissement de ce récit captivant, et découvrir comment cette alliance secrète va défier un pouvoir absolu, ***, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne dès maintenant, de laisser un j'aime sur cette vidéo si cette narration vous touche, et de partager vos premières impressions en commentaire ci-dessous ***. Votre soutien est essentiel et nous aide à donner vie à ces histoires poignantes, à honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour la justice dans des temps difficiles et souvent oubliés. Chaque interaction compte et nous encourage à continuer à explorer ces chapitres marquants de l'histoire américaine, où le courage et la détermination pouvaient véritablement changer le cours des destins. Pendant ce temps, le colonel Elias Vance, aveuglé par son arrogance et sa conviction inébranlable d'avoir totalement brisé Éléanore, ne se doutait de rien. Il voyait seulement une femme soumise, courbée par le travail, dont l'esprit semblait éteint. Sa cruauté l'empêchait de percevoir la flamme de vengeance qui brûlait désormais dans le cœur de son épouse. Pour lui, Éléanore était plus qu'une possession, un exemple vivant de son pouvoir absolu et de sa capacité à réduire quiconque à néant. Il savourait sa victoire apparente, ignorant que sous cette façade de défaite, une ruse patiente et méthodique se mettait en place, nourrie par chaque humiliation infligée. Le despote, trop sûr de sa domination, ne voyait pas les fils invisibles que tissaient ses victimes, ignorant qu'il était lui-même en train de devenir la proie d'un piège qu'il ne verrait venir qu'une fois trop tard.
Eleanor, bien que courbée sous le labeur des champs, ne perdait rien des conversations et des mouvements autour d'elle. Ses mains arrachaient le coton, mais ses oreilles captaient les rumeurs sur les finances vacillantes du colonel Vance, ses dettes grandissantes, et ses transactions louches avec des marchands de la Nouvelle-Orléans. Elle se souvenait des moments où, en tant que maîtresse de maison, elle avait entrevu des lettres étranges ou des registres cachés. Ces souvenirs, autrefois insignifiants, prenaient désormais une valeur stratégique immense. Elle utilisait chaque pause, chaque trajet vers la grange ou la cuisine, pour observer les allées et venues, les visages des visiteurs, les habitudes des contremaîtres. Son visage restait un masque de fatigue et de soumission, mais son esprit était un archiviste silencieux, classant chaque bribe d'information. Elle savait que chaque détail, même le plus infime, pouvait devenir une pièce maîtresse de sa revanche. La plantation, son geôlier, était aussi son terrain d'enquête. Samuel, averti par les signaux subtils d'Eleanor, intensifiait sa propre surveillance. Il notait scrupuleusement les absences prolongées du colonel, les visites inattendues, les colis scellés arrivant de l'extérieur. Son accès à certaines zones de la plantation, en tant qu'esclave de confiance pour des tâches spécifiques, lui permettait d'observer discrètement le bureau du colonel, de remarquer les tiroirs laissés entr'ouverts, ou les documents négligemment posés sur un bureau avant une sortie précipitée. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à huile, il consignait ses observations dans son journal, croisant les informations glanées par Eleanor avec les siennes. Il savait que le colonel avait des secrets bien plus sombres que sa cruauté habituelle, des transactions qui dépassaient le cadre légal, et qui, une fois exposées, pourraient faire s'effondrer son empire. Un après-midi, alors qu'elle était assignée au nettoyage des couloirs de la grande maison, Eleanor remarqua un registre des expéditions de coton posé sur une petite table, le colonel l'ayant laissé là par mégarde. Sachant que ce registre contenait des chiffres cruciaux pour les transactions à venir, elle saisit l'opportunité. D'un geste rapide et imperceptible, elle glissa une page du registre sous un meuble lourd, la rendant difficile à trouver. Elle ne l'avait pas volé, juste égaré. Le lendemain, la plantation fut en émoi. Le colonel, furieux de ne pas trouver le document, accusa son secrétaire d'incompétence et le flagella publiquement, sans le moindre soupçon envers Eleanor, qui continuait son travail avec une indifférence feinte. Cette petite victoire, cette démonstration de sa capacité à perturber le fonctionnement de la plantation sans être détecté, renforça sa détermination. Le colonel Vance, bouillant de rage suite à la perte du registre, attribua cet incident à la négligence de ses subordonnés, renforçant sa conviction de la stupidité de son entourage. Il ne pouvait imaginer qu'Eleanor, cette femme qu'il pensait avoir réduite à néant, était capable d'une telle ruse. Pour lui, la punition infligée à son secrétaire N était qu'une preuve supplémentaire de sa domination incontestée. Il se sentait plus puissant que jamais, pensant que même ses petits revers étaient en réalité des occasions de réaffirmer son autorité par la peur. Son arrogance le rendait aveugle aux fils invisibles tissés autour de lui. Il savourait le chaos qu'il avait créé, ignorant que chaque acte de cruauté le rapprochait un peu plus de sa propre chute, renforçant la détermination de ceux qui l'opprimaient. Eleanor, encouragée par le succès de sa première ruse, redoubla d'efforts. Elle se concentra sur les documents importants de Charleston dont elle avait parlé à Samuel. Elle se rappela que le colonel gardait ses papiers les plus sensibles dans un coffre dissimulé derrière une bibliothèque dans son bureau, un endroit qu'elle seule, en tant qu'ancienne maîtresse, avait eu l'occasion d'apercevoir. Ces documents concernaient des achats de terres douteux et des accords secrets, avec des banquiers corrompus, des informations qu'elle avait autrefois ignorées, mais qui résonnaient désormais comme des preuves de fraude. Elle commença à planifier comment Samuel pourrait y accéder, car elle-même sous surveillance constante, ne pouvait plus entrer dans le bureau sans attirer l'attention. La tâche était périlleuse, mais la perspective de démasquer son tortionnaire alimentait son courage. Quelques jours plus tard, Eleanor créa une diversion subtile. Elle demanda à une jeune domestique, sous prétexte d'une tâche ménagère urgente, de se rendre au grenier, sachant que le colonel détestait être dérangé par le bruit. Pendant que la domestique montait et descendait bruyamment, attirant l'attention des gardes, Eleanor envoya un signal discret à Samuel. Il saisit l'opportunité. Glissant comme une ombre, il se dirigea vers la grande maison, connaissant les passages secrets et les moments où la surveillance était la plus relâchée. Son objectif était d'atteindre le bureau du colonel, de localiser le coffre caché, et de voir s'il pouvait y trouver des preuves concrètes des fraudes. Le temps était compté, chaque seconde une éternité. Il devait agir vite et sans laisser de traces. Samuel réussit à s'introduire dans le bureau. Le cœur battant, il repéra la bibliothèque et, derrière elle, le mécanisme du coffre. Avec une dextérité, acquise au fil des années à réparer et manipuler des objets, il l'ouvrit. À l'intérieur,
il trouva une pile de lettres et de contrats, dont plusieurs portaient la signature du colonel et détaillaient des transactions foncières frauduleuses, ainsi que des accords pour la traite illégale de marchandises, voire des êtres humains. Il n'eut que le temps de copier quelques noms et dates clés sur un petit morceau de papier qu'il dissimula dans sa paume, avant de refermer le coffre, et de échapper. Le colonel, de retour, ne remarqua rien d'anormal. Il se sentait en sécurité dans son domaine, ignorant que les fondations de son empire venaient être minées de l'intérieur, par ceux qu'il méprisait le plus. La première preuve irréfutable était entre leurs mains. Eleanor et Samuel avaient méticuleusement tissé leur toile. Les informations accumulées sur le colonel Vance, ses fraudes foncières, ses transactions illégales et le traitement brutal de son épouse formaient désormais un dossier accablant, consigné dans le journal secret de Samuel. Ils avaient appris qu'un avocat abolitionniste renommé de la Nouvelle-Orléans, Maître Dubois, devait passer par la région pour une enquête sur des plantations voisines. Eleanor, avec une ruse calculée et un courage renouvelé, se chargea de s'assurer que Maître Dubois puisse rencontrer Samuel discrètement, loin des regards inquisiteurs du colonel. Elle organisa une occasion lors d'un marché local où Samuel serait envoyé pour des livraisons, créant ainsi une fenêtre d'opportunité. Elle savait que le journal, bien plus que des rumeurs, était une preuve irréfutable, capable de faire vaciller non seulement Vance mais tout le système qui le protégeait. Le moment de passer à l'action approchait, chargé d'une tension palpable et d'un espoir fragile. Lors d'une matinée animée au marché du comté, tandis que les chariots s'entassaient et que les voix se mêlaient sous le soleil matinal, Samuel, envoyé pour livrer des produits de la plantation, aperçut Maître Dubois. Eleanor avait orchestré la rencontre avec une précision chirurgicale, ayant discrètement fait passer le message sur la présence de l'avocat et l'importance de ce contact. Samuel, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de l'homme, feignant de vouloir vendre quelques légumes de la plantation. D'un geste rapide et imperceptible, il glissa le journal, enveloppé dans un tissu usé pour le dissimuler, dans la sacoche de l'avocat, murmurant à peine un « Lisez ceci, maître, pour la justice de tous les opprimés ». Maître Dubois, surpris par la rapidité et la gravité du geste, comprit l'urgence, et zigzès, éloigna sans un mot, le poids du journal dans sa sacoche annonçant une tempête imminente. Il savait que ce simple contact pouvait changer des vies. De retour dans son bureau de la Nouvelle-Orléans, Maître Dubois, intrigué par la discrétion de Samuel, ouvrit le paquet. Ce qu'il découvrit dépassa toutes ses attentes. Le journal, écrit d'une main soignée, révélait des années d'atrocités, non seulement le traitement inhumain d'Eleanor Vance, mais aussi des récits glaçants de meurtres d'esclaves impunis, de fraudes foncières massives destinées à étendre l'empire du colonel, et, plus choquant encore, des preuves d'un réseau de traite illégale, des êtres humains impliquant directement la famille Vance et ses complices. Chaque page était un témoignage accablant, chaque entrée une charge explosive. L'avocat réalisa qu'il tenait entre ses mains non pas un simple témoignage, mais la clé pour démanteler un empire de cruauté et d'hypocrisie, et exposer la vérité au grand jour. Maître Dubois, conscient de la puissance de ces révélations, ne perdit pas un instant. Il présenta le journal aux autorités fédérales, puis le fit circuler discrètement parmi des journalistes abolitionnistes influents. L'impact fut immédiat et dévastateur. Les détails sordides des crimes du colonel Vance, de la déchéance d'Eleanor, et l'ampleur de ces malversations furent publiés dans les journaux du Nord et commencèrent à fuiter dans le Sud. La haute société du Mississippi, d'abord incrédule, fut secouée par ce scandale sans précédent. L'image impeccable du colonel, bâtie sur des décennies de pouvoir et de respect craintif, commença à s'effriter sous le poids de la vérité. Le nom des Vance, autrefois synonyme de prestige, devenait maintenant un symbole de corruption et de barbarie. Le voile de silence était déchiré. Le colonel Elias Vance, d'abord stupéfait par les rumeurs grandissantes, éclata de fureur lorsqu'il comprit l'ampleur de la catastrophe. Les autorités locales, sous la pression fédérale et l'indignation publique croissante, ne purent plus ignorer les accusations. Des mandats furent émis, des enquêtes lancées. La plantation, autrefois son sanctuaire inattaquable, devint le centre d'une investigation minutieuse. Vance tenta de nier, de menacer, de corrompre, mais les preuves du journal de Samuel, confirmées par des témoignages d'esclaves et de ses propres employés effrayés, étaient irréfutables. Sa jalousie maladive, son besoin de contrôle et sa cruauté sans limite avaient mené à sa propre destruction. Son monde écroulait, chaque pierre de son empire bâti sur l'injustice se détachant une à une avec un bruit assourdissant. En quelques semaines,
l'empire du colonel Vance s'effondra. Les accusations de meurtre, de fraude foncière, et surtout de traite illégale des êtres humains, étaient trop graves pour être étouffées. Il fut arrêté, son domaine confisqué, ses biens saisis, pour couvrir les dettes et les réparations. Le nom des Vance, jadis respecté et craint, fut traîné dans la boue, synonyme de honte et de corruption. Sa lignée, dont il était si fier, fut publiquement répudiée, et sa famille, associée à ses crimes, subit une disgrâce sociale irréversible. Le colonel, autrefois le despote absolu de sa plantation, se retrouva en prison, privé de tout pouvoir, de toute richesse, et de toute considération. La vengeance, lente et méthodique, avait atteint sa cible, anéantissant non seulement l'homme, mais aussi le symbole de son autorité. Éléanore, témoin silencieuse de la chute du colonel Vance, ressentit une étrange libération. Hélène éprouva pas de joie exubérante, mais une profonde satisfaction, la certitude que justice était enfin rendue. Son corps portait encore les cicatrices de l'épreuve, mais son esprit était apaisé. Le monstre qui l'avait brisé était tombé, son pouvoir anéanti, son nom souillé à jamais. La structure de pouvoir qui avait permis sa souffrance s'est brisée sous le poids de la vérité. Éléanore, autrefois victime silencieuse, était devenue l'instrument d'une justice implacable, grâce à sa ruse et au courage de Samuel. Cette victoire était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient souffert sous le joug de Vance. La catharsis était amère, mais réelle, une fin méritée pour un règne de terreur. Après la chute du colonel Vance, Éléanore ne retrouva pas une vie d'opulence, mais une liberté chèrement acquise, empreinte des cicatrices profondes de son épreuve. Elle quitta la plantation, emportant avec elle la force et la sagesse forgées dans l'adversité, cherchant à reconstruire son existence loin des ombres du passé. Elle se consacra à des œuvres de bienfaisance, aidant d'autres victimes de l'injustice, transformant sa propre souffrance en compassion active. Samuel, grâce à son journal et son témoignage courageux, fut libéré de l'esclavage. Son intelligence et sa résilience furent reconnues, et il devint un fervent défenseur des droits des Noirs, utilisant son don pour écriture pour éduquer et inspirer. Leur chemin, bien que séparés, portait le poids d'une victoire morale, prouvant que même les plus opprimés pouvaient défier les tyrans et exiger justice. La disgrâce du colonel Elias Vance fut totale. Son nom, autrefois synonyme de puissance et de respect craintif, fut à jamais entaché par la révélation de ses crimes odieux et de sa cruauté sans bornes. La plantation, symbole de son empire, fut démantelée, ses terres vendues, et les esclaves furent libérés, un acte symbolique de justice dans une ère de grands bouleversements. Le journal de Samuel, ce recueil silencieux de la vérité, devint un document historique crucial, circulant discrètement parmi les cercles abolitionnistes, exposant la barbarie du système esclavagiste et l'hypocrisie de ceux qui s'en enrichissaient. Il servit de témoignage accablant, contribuant à alimenter le mouvement pour la liberté et à dénoncer les fondations fragiles d'une société bâtie sur l'injustice. L'histoire d'Éléanore et Samuel devint une légende murmurée, un exemple puissant de la manière dont la ruse, la patience et le courage pouvaient renverser même les tyrans les plus impitoyables. Elle enseigna que le pouvoir absolu, même s'il semble inébranlable, peut s'effondrer sous le poids de la vérité et de la résistance silencieuse. Cette vengeance, non pas sanglante, mais stratégique et profondément morale, apporta un sentiment de justice et de rééquilibrage. Elle démontra que la dignité humaine ne pouvait être entièrement brisée, et que la flamme de la révolte, même dissimulée, pouvait consumer les fondations des empires bâtis sur la cruauté et l'oppression. Leur action fut une pierre lancée qui provoqua des ondulations bien au-delà de la plantation Vance. Cette histoire nous rappelle avec force que la vérité, même enfouie sous des couches de pouvoir et de mensonges, finit toujours par refaire surface, et que la justice, bien que parfois lente, est une force inéluctable. C'est le témoignage que même dans les recoins les plus sombres de l'histoire, la voix des plus vulnérables peut être élevée pour faire tomber les plus puissants, et que le courage d'un seul peut inspirer la libération de nombreux autres. Si cette histoire vous a impacté de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé.